En tant que sénateur dans l'Empire romain, être sénateur dans l'Empire romain était un poste de grand prestige, mais différent de ce que l'on pourrait penser. La vie d'un sénateur n'était pas aussi facile qu'il n'y paraît, et il se comportait souvent plus comme un esclave que comme un sénateur. Mais avant d'en parler, jetons un coup d'œil à ce à quoi ressemblaient les premières heures matinales de la journée d'un sénateur romain. Portez votre toge. Il a probablement commencé la journée par un rituel particulier, enfiler sa toge. Cette toge n'était pas un simple vêtement, mais un symbole de sa position et de son importance. Il était fait de tissu blanc et décoré d'une ceinture violette qui représentait sa haute position sociale. Cette bannière, introduite par l'empereur Auguste, rappelait chaque jour au sénateur sa responsabilité et le respect que sa position exigeait. Il était soutenu par ses esclaves. Le sénateur a également enfilé ses chaussures marron et un anneau de fer unique, un autre symbole de sa classe. Départ avec les gardes du corps. Lorsqu'il quittait la maison, le sénateur n'était jamais seul. Ses licteurs, qui étaient des gardes du corps armés de bâtons ou de haches, le suivaient de près. Ces hommes étaient plus que de simples agents de sécurité. Ils représentaient l'autorité du sénateur. Dans une ville animée comme Rome, où les forums et les rues étaient remplis de citoyens et de patriciens, la présence des licteurs rappelait que le pouvoir de vie et de mort était entre les mains des aristocrates. Selon son tempérament, le sénateur pouvait choisir de parcourir la ville dans un palanquin, une sorte de boîte doublée d'oreillers qui était portée par jusqu'à 6 esclaves. Ce moyen de transport était non seulement confortable, mais aussi un symbole de statut permettant aux sénateurs d'observer les rues de Rome depuis une position élevée, littéralement au-dessus de la foule. Au service de vos clients. Peu de temps après, le sénateur s'occuperait probablement de ses clients. Ces clients n'étaient pas comme ceux d'aujourd'hui, mais des gens qui dépendaient du sénateur pour résoudre des problèmes juridiques et sociaux. Ils pouvaient s'occuper des questions juridiques concernant le mariage, la dot, les affaires. Il y avait aussi les amici, des juges amicaux qui essayaient d'obtenir le soutien du sénateur. La politique romaine était souvent un échange de faveurs, et le proverbe « manus manum lavat », qui signifie « une main lave l'autre », était très courant. Une faveur faite aujourd'hui pourrait garantir le soutien d'un vote important à l'avenir. De cette façon, le sénateur a commencé sa journée en se confrontant à la dynamique de la politique romaine, qui impliquait le maintien d'alliances et la réaffirmation de la loyauté. Les sessions du Sénat romain. Après s'être occupé de ses clients et amis, le sénateur s'est rendu au Forum, qui était le véritable centre de Rome. Il y avait une grande salle où les sénateurs se réunissaient, le temple de la Concorde, et le sénateur prenait part aux délibérations sur les lois, les directives et d'autres questions importantes pour l'Empire. Le sénateur devait toujours être prêt à débattre, à persuader et, si nécessaire, à manipuler ses collègues sénateurs. Pour un sénateur romain, assister à ces réunions n'était pas seulement un devoir, mais aussi une occasion de démontrer sa valeur, son influence et sa loyauté envers l'empereur. Ces sessions du Sénat ont commencé à l'aube. Un magistrat, généralement un consul, avait pour tâche de convoquer le Sénat. Cette convocation n'était pas une invitation, mais un ordre coercitif obligeant les sénateurs à y participer. Le Sénat, composé de 300 à 500 membres, agissait comme un conseil consultatif, mais avec une influence qui dépassait souvent celle des magistrats en fonction à vie. Les sénateurs étaient des vétérans chevronnés de la politique romaine, et leurs paroles pouvaient déterminer le cours de l'Empire. Bien que le Sénat puisse se réunir à l'intérieur ou à l'extérieur des limites officielles de la ville, les sessions ne pouvaient jamais se tenir à plus d'1 kilomètre des limites de la ville. Maintenant, un pouvoir centralisé et une influence directe sur Rome. Ces réunions étaient pleines de rituels qui reflétaient le lien entre la politique romaine et la religion. Avant le début de toute consultation, il était nécessaire de faire un sacrifice aux dieux, et cela ne pouvait se faire que dans les lieux qui leur étaient dédiés. Dès qu'il était réuni,
Le consul ou l'empereur lui-même ouvrait la séance par un discours exposant les questions à discuter. La tradition veut que les sénateurs les plus haut placés prennent la parole en premier, suivis des sénateurs les moins classés. Cependant, l'empereur, qui s'asseyait habituellement entre les deux consuls, pouvait intervenir à tout moment. Son pouvoir était si grand que l'approbation de l'empereur était essentielle pour tout sénateur qui voulait se présenter à un poste magistral. Pour cette raison, un sénateur contredisait rarement les propositions de l'empereur. Lorsque cela se produisait, c'était généralement sous la forme d'absence à un vote plutôt qu'en opposition directe à l'empereur. Outre les questions législatives et de politique étrangère, le Sénat exerçait également un contrôle important sur les finances de l'État. S'occuper des finances de Rome. Sans l'approbation du Sénat, les fonds publics ne pouvaient pas être versés. Ce pouvoir financier a donné aux sénateurs une influence au-delà des délibérations politiques et leur a permis de changer la façon dont le gouvernement civil fonctionne. À Rome, l'administration du ministère des Finances était une responsabilité qui exigeait sagesse et prudence, car le bien-être économique de Rome dépendait de ses décisions. Les sénateurs ont souvent eu de longues discussions et de longs débats pour s'assurer que les fonds étaient utilisés de la meilleure façon possible, du moins de leur point de vue. Autres activités de la journée des sénateurs. Au cours de la journée, le sénateur a également pu se rendre aux bains publics, qui ne sont pas seulement utilisés pour l'hygiène, mais aussi pour les conversations et les réunions sociales. Là, entre colonnes de marbre et piscines chauffées, les sujets de la journée pouvaient être abordés de manière plus informelle, loin des formalités du forum. Les repas, en particulier le dîner, étaient également des moments importants pour le sénateur pour recevoir des invités à la maison et lui donner l'occasion de renforcer ses alliances. La culpabilité éternelle d'un sénateur romain. Malgré son pouvoir et son prestige, le sénateur pouvait avoir une dette très élevée envers son mécène. Par conséquent, il a pu utiliser une bonne partie de sa journée bien remplie pour le servir. Le parrain était généralement un sénateur plus âgé, plus établi, qui avait joué un rôle important dans la vie du sénateur. Pour de nombreux jeunes qui voulaient devenir sénateurs, le chemin vers le pouvoir n'a pas commencé par la richesse ou l'influence, car beaucoup ne venaient pas de familles riches. Ainsi, en règle générale, le mécène finançait les études du jeune homme, obtenait un mariage avantageux avec une femme issue d'une famille aristocratique et l'aidait même à être nommé au Sénat. Pour un jeune homme sans moyens, cette aide était essentielle. Ainsi, non seulement le patron ouvrit les portes, mais il conduisit pratiquement le jeune homme à travers celles-ci. Il usa de son influence pour persuader l'empereur de nommer son protégé au Sénat par décret, consolidant ainsi la position du jeune homme en tant que sénateur. Mais bien sûr, ce n'était pas en vain. Grâce à cette première aide, le jeune homme, lorsqu'il devint sénateur, devint pratiquement l'esclave de son patron et lui fut redevable en guise de gratitude. Cette relation a duré pratiquement toute la vie. Le sénateur, qui est désormais un client de son mécène, contribue au prestige et aux intérêts politiques de son mentor. Il pouvait aider à construire une majorité lors de votes importants, bloquer les actions des sénateurs adverses, ou même s'engager dans un chantage politique pour s'assurer que les intérêts du patron étaient satisfaits. De plus, le sénateur contribuait souvent financièrement aux dépenses du mécène et essayait de gagner d'autres sénateurs à la cause de son mentor. Cette loyauté n'était pas seulement une question d'honneur, mais aussi de survie. Tout signe d'ingratitude ou de déloyauté peut conduire à une disparition rapide et dévastatrice. Le sénateur accusé d'ingratitude pouvait se retrouver isolé, sans alliés et exposé à des attaques politiques constantes, conduisant à la ruine de sa carrière et de sa vie personnelle. Dans ces conditions, même sa propre femme demanderait probablement le divorce. C'est pourquoi il était si important d'être reconnaissant envers son patron, et presque tous les jours, le sénateur le rencontrait pour savoir quels étaient ses objectifs. Privilège et danger d'être sénateur. Ces sénateurs clients étaient considérés comme de nouveaux arrivants de rang inférieur,
et était donc responsable de résoudre des problèmes moins importants tels que les divorces et les investissements. Mais cela ne voulait pas dire qu'il le resterait pour toujours. Avec le soutien de son mécène, le jeune sénateur peut également aspirer à des fonctions encore plus élevées, comme le poste de légat à l'Est, où il aurait le contrôle total d'une légion. Ce poste, qui est nommé par l'empereur lui-même, offre aux sénateurs l'occasion d'accumuler puissance militaire et prestige. Cependant, ce pouvoir était limité à un mandat de 3 à 4 ans, une mesure délibérée pour éviter qu'un sénateur ne devienne une menace pour l'empereur. Le sénateur patron, quant à lui, avait beaucoup de pouvoir au Sénat. Souvent, il était même membre du conseil consultatif des donateurs. Malgré leur prestige, ces hautes positions comportaient également de grands risques. Un sénateur de haut rang se trouvait dans une position difficile, car il devait plaire à l'empereur à tout prix. Une fois, par exemple, l'empereur Hadrien exécuta 6 sénateurs qu'il n'aimait pas, et ils étaient probablement des membres de haut rang du Sénat. Il peut également arriver que l'empereur décide de destituer un sénateur du Sénat et de lui donner la direction d'une garnison loin de Rome, où il ne représentait aucune menace pour son pouvoir. Et si le sénateur s'avérait être un rebelle, il pouvait être isolé ou envoyé dans un endroit éloigné de Rome, où ses biens étaient confisqués. Relation avec l'empereur romain. Ainsi, même si le Sénat agissait avec une certaine autonomie, l'empereur pouvait intervenir à tout moment. Pour le sénateur, cela signifiait que chaque annonce et chaque vote devaient être soigneusement calculés pour ne pas déplaire au souverain. La plupart des sénateurs tentent activement de plaire à l'empereur en le soutenant dans leurs projets de loi et leurs initiatives politiques. Cependant, cette loyauté n'était pas seulement une question de devoir, mais aussi de survie. L'histoire romaine regorge d'exemples de sénateurs tombés en disgrâce parce qu'ils s'opposaient à l'empereur ou lui déplaisaient. Dans un empire où le pouvoir de l'empereur était absolu, une seule erreur pouvait faire la différence entre la vie et la mort. L'un des moments les plus critiques dans les relations entre les sénateurs et les empereurs a été l'élection du successeur. Un empereur sage s'assura que son héritage était accepté non seulement par le Sénat, mais aussi par le peuple, et surtout par les légions. En nommant son successeur co-empereur avant de quitter ses fonctions, l'empereur cherchait à assurer une transition en douceur et à éviter toute remise en cause de son héritage. Pour les sénateurs, l'acceptation de l'héritier choisi par l'empereur était presque automatique, même si certains remettaient en question ce choix, comme cela s'est produit dans le cas de Marc Aurèle, qui a nommé son fils Commode. L'opposition en a rarement parlé ouvertement. Si le candidat à l'empereur avait l'appui des légions, son ascension au trône était presque certaine, et toute opposition du Sénat serait bientôt écrasée. Ainsi, les sénateurs préféraient être soumis et assurer leur sécurité en acceptant la décision de l'empereur. Bref, être sénateur romain n'était pas pour tout le monde. Malgré une position de grand pouvoir et de responsabilité qui offrait divers avantages, les exigences et les dangers étaient également grands, et le sénateur pouvait être rapidement écarté s'il n'était plus utile aux intérêts de ses supérieurs. Si vous voulez en savoir plus sur la vie quotidienne d'un sénateur romain, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.